Maëlie, Lisa, Charlotte, Ninon, Lou, Juliette ou encore Emma ont un rêve, un projet qui les fait vibrer, mais qui semblait jusqu'ici hors de portée. Et puis elles ont écouté Nouvelles Héroïnes, comme toi. Elles ont découvert des parcours inspirants, des femmes qui ont osé. Et petit à petit, elles se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Ninon s'entraîne encore plus fort pour intégrer le club de foot féminin de sa ville. Juliette dessine sans relâche pour créer sa première collection de mode. Charlotte prépare son sac à dos pour son tout premier tour du monde. Toutes ont gagné une chose, la confiance en soi. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi, qui accompagne les jeunes pour les aider à prendre confiance, à trouver leur propre chemin et ce qui les rend uniques. Et dans l'histoire que tu t'apprêtes à écouter, notre nouvelle héroïne va nous prouver qu'avec de l'audace, de la confiance et de la détermination, tout devient possible. Place à l'histoire. Nouvelles héroïnes. Dans cet épisode, 3 histoires pour partir à l'aventure avec les nouvelles héroïnes Violette d'Orange, Heidi Sevestre et Amélia Earhart. Nouvelles héroïnes. L'histoire de notre nouvelle héroïne commence sur une côte balayée par les vents. C'est sur les vagues de haute mer que je t'emmène découvrir Violette, cette aventurière des mers qui vient de partir sur la célèbre course du Vendée Globe. Je t'invite à larguer les amarres pour la rejoindre sur son bateau. Elle est une nouvelle héroïne, Violette, née dans une ville où le vent sent l'iode et le sable chaud, où le mugissement des vagues semble presque une berceuse. Cette ville se nomme Rochefort et n'a rien à voir avec Jean ou le fromage au large de Fort Boyard. C'est une cité baignée par les éclats de l'océan qui l'a accueillie comme une graine que le vent marin aurait déposée sur une terre fertile, prête à pousser vers le large. Son prénom évoque une fleur fragile, mais dès l'enfance, Violette montre une force intérieure qui rivalise avec la mer. Les parents de Violette sont vétérinaires et sont loin d'être des marins d'eau douce, mais aiment ouvrir à leurs enfants les portes de l'océan. Beaucoup plus petite qu'un mât de bateau, Violette rejoint ses frères et sœurs au club de voile les mercredis et samedis après-midi à La Rochelle. Les grands sont à 2 sur le catamaran et la cadette est seule à manier le gouvernail de son optimiste. Elle a 6 ans et au départ, elle a plutôt le mal de mer. Oh, papa, maman, la combinaison, elle est trop collante. Je suis toute mouillée. C'est nul, la voile, c'est nul. Puis je suis la seule nana à l'entraînement. Les vagues la balancent, le vent la fouette. Et son cœur d'enfant se demande pourquoi elle se retrouve chaque mercredi à affronter les caprices de la mer. Et chaque mercredi, Violette y retourne, traînant du pied de la pagaie. Un jour, elle annonce à ses parents « Bon, là j'en ai vraiment marre. De chez marre, j'arrête la voile, je n'aime pas du tout. » Violette, quand on commence quelque chose, on finit. Alors finis ton année et on en reparle. À la fin de l'année, a lieu une compétition, un critérium, comme on dit dans le jargon du métier. Non, rien à voir avec la mine de son crayon. Violette franchit la première, la ligne d'arrivée, avec son optimiste qu'elle détestait tant. « Ah, tiens, c'est chouette ça !» Bon, papa, maman, j'ai réfléchi, je vais peut-être retourner au cours de voile à la rentrée. Dans la maison familiale, la voile n'est pas seulement un passe-temps, c'est une passion qui coule déjà dans ses veines, surtout quand les histoires sont racontées par Jean-Pierre Dick, un ami de la famille et grand marin du Vendée Globe. Violette adore écouter les récits de ce vieux loup de mer dans le fauteuil moelleux du salon aux côtés de son grand frère et sa grande sœur. « Allez, Jean-Pierre, encore une histoire. Oh oui, on adore ton histoire. » Un soir, elle annonce à toute la famille. « Moi, quand je serai grande, je ferai la traversée de l'Atlantique. Je ferai aussi le tour du monde.
Je prendrai 1 an pour le faire. Moi, je veux une vie incroyable. Ah bah oui, avec ton optimiste, ça va être un gros défi, ricane son grand frère. Oui, bon, ok. Traverser l'Atlantique en optimiste, c'est quand même un peu compliqué et dangereux. Encore petite, mais pas trop quand même, à 8 ans, Violette assiste au départ du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. La navigatrice Samantha Davis est là, prête à partir. Violette la regarde avec émerveillement. Samantha s'approche de la petite Violette et lui dédicace son t-shirt. « Merci Samantha. » Violette le sait, c'est un signe. À l'âge de 12 ans, Violette a l'honneur de représenter la France lors d'une compétition mondiale. Elle forme une petite équipe de 5 navigateurs en optimiste, 3 filles et 2 garçons. Il y a environ 300 concurrents venant des 4 coins du monde. Chaque pays est représenté. Oh, c'est incroyable ce que peut offrir la voile. Pour Violette, c'est le déclic, le tout début d'une passion. Beaucoup plus grande, à l'âge de 15 ans, Violette se lance un défi. Traverser la Manche en optimiste. Oui, dans ce bateau minuscule qui ressemble plus à un jouet qu'à un vaisseau des mers. Traverser la Manche de Cherbourg à l'île de Wight. Ses parents la soutiennent. Et l'idée de cette aventure devient un projet de famille. Surtout pour son papa, qui cultive ce grain de folie chez sa fille. Sa maman préfère garder ses orteils au sec. La veille de son départ, les étoiles brillent intensément au-dessus de l'île de Wight où elle passe la nuit avant son périple. Elle sait que lever du jour, elle sera seule. Mais pas tout à fait. Au fond d'elle, l'océan est déjà devenu un ami. À 3 heures du matin, Violette est à bord de son bateau. Allez, un coup de gouvernail et c'est parti! La traversée commence dans la pénombre, avec pour seule lumière celle de la lune. Chaque clapotis, chaque éclat d'écume est un murmure de la mer. Violette est une minuscule silhouette face aux géants des eaux. Oui, les cargos et les ferries qui, de loin, la regardent avancer. Elle n'a que son optimiste, mais elle avance. Au milieu de la Manche, les vagues commencent à être plus importantes. Le contrevent augmente les vagues et elle est obligée d'enfourner 1 fois, 2 fois. Vite, vite, le bateau se remplit d'eau. Il faut que j'écope au plus vite pour que le bateau remonte. Vite, allez Violette, encore un effort. Derrière elle, son papa l'observe, un brin stressé. Oui, parce qu'il la suit en bateau. Il sait qu'elle va y arriver et qu'elle va repartir. C'est bon. Après 10 minutes, elle repart. Ah, soulagée. La Manche est traversée après 15 heures en mer. Violette a goûté à l'inconnu et à l'indépendance, et rien ne pourra l'en détourner. La même année, elle décide de traverser le détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Au départ de cette traversée, le vent est faible, et Violette perçoit déjà l'autre côté. Pourtant, ce qu'elle recherche, ce n'est pas de voir à l'arrivée, mais de sentir la liberté que l'on ne trouve qu'en pleine mer, là où le ciel et l'eau se rejoignent. En elle, c'est un feu, une force tranquille qui s'allume. Elle sait, désormais, qu'elle est destinée aux grands espaces, aux eaux lointaines, aux tempêtes. Ce jour-là, elle comprend que son chemin ne sera pas celui des compétitions classiques, mais celui des longues traversées, des océans infinis. Et l'idée d'un tour du monde commence à faire son chemin dans son esprit. Sur les bancs du lycée, elle choisit la filière sport-études pour combiner voile et études scientifiques. Violette sait que pour réaliser son rêve, elle doit avoir plusieurs compétences et celles d'un ingénieur sont nécessaires. Alors elle intègre l'INSA à Rennes, une école d'ingénieurs qui lui permet donc de devenir ingénieur.
À 18 ans, Violette décide de franchir une nouvelle étape, la Mini Transat. Une course en solitaire à travers l'Atlantique, qui n'a rien de mini, parce que pour y participer, elle est obligée de faire plusieurs compétitions au préalable. Elle se prépare avec rigueur, sachant que cette fois, l'océan lui demandera bien plus que de l'audace. Mais la première étape de la Mini Transat vire au cauchemar, car Violette perd son électronique de bord. En d'autres termes, elle doit tenir la barre sans arrêter, car le pilotage automatique ne marche plus. Sur son bateau, seule au milieu des vagues, elle affronte la nuit, le silence et la solitude. Elle se met à halluciner toute la nuit et pendant la 3e journée. C'est bon, à la tombée de la nuit, elle arrive enfin à joindre quelqu'un. Elle reprend ses esprits. La Mini Transat lui ouvre les portes de la course au large et un rêve s'ancre en elle, aussi profondément que les racines d'une plante sous-marine, le Vendée Globe. Cette course mythique autour du monde, elle veut la tenter. Elle veut, elle aussi, être de celles et ceux qui ont vu les caps, les tempêtes du Sud, les vagues des 50e rugissants. Avant de repartir, elle s'entraîne sur la solitaire du Figaro, une autre course au large très prestigieuse qui sera un super tremplin pour Violette. Chaque traversée est une école, chaque tempête un professeur. Elle apprend la patience, la résilience et surtout l'art de communier avec l'océan. Ses navigations l'emmènent sur 4 traversées de l'Atlantique, chacune plus intense, plus exigeante que la précédente. Ça y est, on est en 2024. Le départ du Vendée Globe approche. Et Violette sait que ce sera une épreuve immense. Mais elle n'a jamais été aussi prête. Parce que Violette, elle n'a pas peur en pleine mer. Au contraire. Mais bon, avant de prendre le départ, il faut trouver des sponsors, de l'argent, une équipe et surtout le bateau. Parce que en optimiste, ça va pas vraiment le faire le tour du monde. Pour trouver des sponsors, elle lance sa chaîne sur YouTube où elle documente toutes ses traversées et s'entoure d'une équipe pour l'aider. Et puis un jour, elle reçoit un appel d'un vieux loup de mer, un marin légendaire. C'est Jean Le Cam. Bonjour Violette, j'aimerais beaucoup vous prêter mon bateau pour votre rêve. Un geste qui ressemble à une bénédiction pour Violette. En même temps, elle se prépare avec sa préparatrice mentale en faisant de la sophrologie, en apprenant à gérer ses émotions, à gérer l'ennui parce que 3 mois en mer, c'est long. Et surtout, à gérer la peur. Parce que là, elle te dit qu'elle n'a pas peur, mais peut-être qu'en pleine mer, avec une houle de 6 mètres de hauteur, elle aura peut-être un peu peur quand même. Pour ce premier Vendée Globe, son objectif est de franchir la ligne d'arrivée. Car Violette pense déjà à 2028 et un nouveau Vendée Globe. Elle veut marcher sur les pas d'une de ses idoles, Ellen MacArthur, qui avait réalisé un tour du monde à la voile en solitaire en 71 jours à peine, battant ainsi le record tout genre confondu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. On vous souhaite bon vent, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur l'eau. On vous souhaite aussi de partager ces moments-là avec les millions de personnes qui vont vous suivre. C'est la fierté de voir ces marins s'élancer sur cet océan. Cette histoire est publiée le 13 novembre. Et Violette est partie le 10 novembre sur son bateau Hubert. Oui, Hubert, c'est le prénom, pas le livreur de pizza ou la plaquette de beurre. Hubert, c'est le bateau de Jean Le Cam. Souviens-toi, celui qui voulait voir la jeune Violette reprendre le flambeau. Et je le cite. « La valeur n'attend pas le nombre des années. Quand Violette est venue nous voir pour nous parler de son projet de participer au Vendée Globe, nous avons été séduits par ce petit bout de femme à la tête bien faite. Sa passion pour la compétition, son engagement et sa persévérance dans des courses très exigeantes, comme la solitaire du Figaro, parlent pour elle. Hubert est entre bonnes mains, il est un compagnon fiable et franc,
taillé pour le long cours, je sais que Violette le respectera et l'aimera comme je l'ai fait. À 23 ans, Violette a pris le départ du Vendée Globe 2024 à bord d'Uber, faisant partie du top 3 des meilleurs bateaux à dérive de la classe. Pour te donner quelques caractéristiques de la bête, c'est 18 mètres de long, 6 mètres de large avec un mât de 29 mètres et des voiles pouvant peser 130 kilos. À bord, elle embarque avec elle 300 kilos de voile, une bouée, des extincteurs, des fusées, des balises GPS de détresse, une combinaison, un radeau de survie, un téléphone satellite, un baudrier, un gilet autogonflant, une lampe torche individuelle, des vêtements ultra chauds et des plus légers, un iPhone, un drone, du matériel vidéo, des livres audio et peut-être les 80 histoires du podcast Nouvelles Héroïnes et de quoi se restaurer avec des plats déshydratés. Au départ de la ligne, Violette n'était pas seule. Il y avait Clarisse Kremer, dont tu peux écouter et lire l'histoire sur le podcast et dans le livre Nouvelles Héroïnes, et Samantha Davis, celle qui lui avait dédicacé son t-shirt quand elle avait 8 ans, il y a 15 ans. Car oui, à 23 ans, Violette est la plus jeune navigatrice à partir sur le Vendée Globe et à avoir la chance de passer le cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn. Violette, toutes les nouvelles héroïnes te porteront dans cette grande aventure. Ton rêve de petite fille. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de Violette te montre encore une fois qu'il n'est jamais trop tôt pour rêver grand. Et elle t'apprend que la liberté se trouve au-delà de la peur, là où l'horizon semble infini. Que les rêves de Violette te rappellent que la vie est un océan de possibles, pourvu qu'on ose s'y aventurer. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Donc là, on est en train de se rapprocher de ce glacier de fou, quoi, qui s'appelle Nordenskjoldbreen. Je pense que c'est un de mes glaciers préférés ici au Svalbard. C'est un des glaciers qui est les plus crevassés par ici. Et c'est fou, c'est que le glacier change ultra rapidement ici, comme tu le sais. Ah, c'est trop beau. C'est l'histoire d'une fille née au cœur des Alpes, dans un petit village tout droit sorti du livre Heidi. Ça tombe bien, car notre nouvelle héroïne s'appelle Heidi. Coïncidence ? Tu le découvriras par toi-même. Heidi est une petite fille émerveillée par la nature qui l'entoure. Et de cet émerveillement naîtra une vocation, celle d'éveiller les consciences et les mettre en action pour sauver les glaciers, sauver la vie sur Terre, sauver nos vies. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'engagement féministe et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne, Heidi. Heidi comme Heidi des montagnes. Heidi, petite fille des montagnes. C'est exact. Heidi doit son prénom à cette Heidi qui a bercé mon enfance et celle de tes parents. La maman de Heidi était bibliothécaire. Alors tu penses bien que les livres, avec ou sans poussière, elle aimait ça, et particulièrement celui de cette héroïne des montagnes suisses. La Heidi de notre histoire a grandi dans le village de Gruffy. Gruffy, mais ce pourrait être un nom de Yéti, non ? Sans doute. Pourtant, c'est un village niché au pied de la montagne du Semnoz, en Haute-Savoie, peuplé de 400 fontaines et autant d'habitants. 400 fontaines ? Ben oui, il faut bien ça. Chaque maison bénéficie d'eau de source qui coule tout naturellement de la montagne. Si Heidi vit dans les glaciers, c'est la Reine des Neiges ? Oui, c'est un peu ça. Le matin, libérée délivrée de son sommeil, au saut du lit et avant que le soleil ne chauffe les cimes des massifs environnants, Heidi se dépêche de sortir de la maison pour aller explorer la nature. Y croiser un cerf, un chevreuil
écouter le crissement de ses pas sur la neige en hiver et sentir à plein poumon la rosée et l'herbe haute au printemps. Sa maman ne s'étonne guère des escapades buissonnières de sa fille avant de rejoindre les bancs de l'école. Sa maman était une grimpeuse et avait gravi les plus hauts sommets comme le Mont Blanc. Elle avait décidé de raccrocher les crampons après avoir vu tomber sous ses yeux un compagnon alpiniste. Heidi grandit dehors, entourée de cette nature foisonnante. Et dedans, parmi les livres dont les couvertures qui jalonnaient l'imposante bibliothèque du salon, lui faisaient des appels du pied de la montagne. Quand elle ne court pas dans les hautes herbes, Heidi apprend la table des matières derrière son bureau d'écolière avec un 20 sur 20 en timidité. Dès que la cloche retentit pour sonner l'ami du midi, Heidi embarque ses copains dans une exploration émerveillée. Sa mission préférée ? Construire des cabanes. Dans cette nature qu'elle connaît par cœur, Heidi Nature mène la danse. Encore plus petite que pas trop grande, Heidi s'en va régulièrement en vacances chez sa grand-mère, dans un village alpin voisin, La Clusaz. Sa grand-mère habite dans un chalet perché à 1300 mètres d'altitude. Et pour y accéder, pas question de garer la voiture après le portail. Ce chalet si harponné était toute une épopée. Que je te passe entre les sapins épais, que je te creuse des tunnels sous la neige, que je te descende la pente en rappel pour enfin arriver à frapper à la porte du chalet. Au chalet de sa grand-mère, Heidi aime s'y évader autant qu'elle aime feuilleter les albums de montagne de son arrière-grand-mère. Une photo attire son attention à chaque fois qu'elle s'y faufile. Celle de cette arrière-grand-mère, Pauline, posant devant la mer de glace en 1916 avec une montagne majestueuse que dessinent des blocs de glace figés aux reflets cristallins. De cette photo jaillit une époque où le temps semble suspendu, capturé par les glaces éternelles. Un témoignage intemporel d'une beauté naturelle qui doit perdurer à travers les générations. Et qui doit perdurer au gré des générations. Pourtant, cette photo renvoie Heidi à son propre souvenir de la mer de glace. À l'âge de 12 ans, plus adolescente que beaucoup moins petite, Heidi découvre pour la première fois l'un des plus grands glaciers de France à bord du train du Menton Vert. Toutefois, ce train l'emmène à un glacier qui ne ressemble en rien à la photo de sa grand-mère. Pour y accéder, Heidi doit descendre des centaines de marches, encore inexistantes il y a 80 ans. Pourquoi ? Quelle est la raison de ce phénomène qui ne laisse pas de glace notre Heidi, encore ignorante du dérèglement climatique dont la mer de glace allait devenir un triste symbole ? Cette découverte fait tilt dans l'esprit d'Heidi, qui retourne sur les bancs du lycée pour perfectionner sa bosse des mathématiques, son esprit scientifique, sa passion pour la biologie et les mécanismes de Dame Nature. Quand elle n'a pas les yeux rivés sur les équations algébriques, elle se passionne comme sa maman pour les livres et récits biographiques d'alpinistes, comme Premier de Cordée ou La Grande Crevasse. Heidi est bien la fille de sa mère, la petite-fille de sa grand-mère et l'arrière-petite-fille de son arrière-grand-mère. Chaque exercice de mathématiques terminé est une parfaite occasion d'évasion dans le parc de la Vanoise. Un bonheur pour celle qui adore marcher au cœur de cette nature. Son goût de l'alpinisme grandit autant qu'Heidi s'épanouit. Alors un jour, Heidi participe à un casting pour l'émission « Passe-moi tes jumelles », dont les caméras s'apprêtent à suivre une équipe de randonneurs rejoignant la ville française de Chamonix à la ville suisse de Zermatt, à 1600 mètres d'altitude. Elle a 16 ans. Elle y fait la rencontre d'un guide de haute montagne, Hubert. Et tel Saint-Hubert des glaciers, il explique pendant 10 jours au groupe la vie des glaciers qu'il traverse. Lors d'une conversation, Heidi avoue sa passion depuis toute petite pour ces majestés de glace. Alors, de sa grosse voix, Hubert lui ouvre la voie. Sais-tu que des personnes gagnent leur vie en étudiant les glaciers ? Attends Hubert, il existe un métier pour étudier les glaciers ? Oui,
le métier de glaciologue. Eureka, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Pour Heidi, il n'y a pas de plan B. Son métier sera glaciologue ou rien. Elle passe son baccalauréat avec en option biologie et intègre l'université pour passer une licence de géographie physique. Au fond de notre héroïne, les appels au secours des glaciers étaient déjà entendus du fin fond de leur cœur de glace et poussaient Heidi à les sauver au plus vite. Comme si sur cette photo, Pauline, son arrière-grand-mère, lui chaussait les crampons et l'armait d'un piolet pour grimper en tête et braver les névés. Sauve-nous Heidi, sauve-nous Heidi, sauve-nous Heidi. Toutes ces voix dans cette mer de glace allaient la porter vers son nouveau métier. Mais comment faire pour les sauver ? Comment faire et déjà, comment fait-on pour les étudier quand il n'y a pas d'école de glaciologie en France ? Lors d'une randonnée dans le massif des Aiguilles Rouges, Heidi parle de son projet de métier avec ses coéquipiers. Comment fait-on pour devenir glaciologue ? Il n'y a vraiment aucune école qui propose cette spécialité en France ? Ou même ailleurs ? As-tu déjà entendu parler du Svalbard ? Du quoi ? Ni d'un, ni deux, mais bien à plusieurs doigts, Heidi tape frénétiquement Svalbard pour qu'Internet lui affiche à l'appel et même au tractopelle des images de paysages de glace à la beauté rare. Se cache là-bas, dans ces déserts blancs au cœur de l'Arctique, un centre universitaire le plus au nord du monde. Oui, je vais au Svalbard pour devenir glaciologue. L'université se trouve dans une ville au nom imprononçable, sur l'île du Spitsberg, à l'est du Groenland, entre la mer de Barents et le pôle Nord. Imprononçable tout autant qu'insolite. En raison de sa proximité avec le pôle Nord, cette ville connaît en effet une période de nuit polaire, en hiver, où le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois, suivi d'une période de jours polaires en été, avec le soleil ne se couchant pas pendant plusieurs mois. Les températures ne sont pas souvent clémentes et peuvent frôler les moins 40. Bouh! Heidi, jusque-là timide et peureuse, envoie email, appelle professeur pour avoir des recommandations afin d'avoir une chance d'intégrer cette université. Impossible n'est pas Heidi. À 20 ans et pour la première fois, elle quitte les Alpes de son enfance pour le pôle Nord. Du hublot de son avion, elle est scotchée par la beauté de plus en plus blanche-neige et bleu sérac des glaciers qui avancent vers elle. Elle débarque à l'université au Svalbard sans parler parfaitement anglais et sans trop savoir à quoi s'attendre. Elle étudie à l'université la plus au nord du monde, dans une région où 60% des sols sont recouverts de glace. Ce sont des zones dominées par la neige, les glaciers et la banquise. Mais face à la beauté de ces paysages qui fascinent notre Heidi, une tragique réalité se dresse, et il me faut te la conter. Les glaciers sont les meilleurs baromètres du changement climatique, et cette région se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Pourquoi ça se réchauffe plus vite au pôle Nord, me diras-tu ? Au pôle Nord, il y a la banquise, qui est blanche, et qui recouvre une partie de l'océan glacial arctique. Plus on a de surfaces blanches, plus elles vont réfléchir le rayonnement solaire vers l'espace, et ainsi renvoyer la chaleur. Cette région a perdu 40% de sa banquise en 40 ans. Le blanc réfléchissant de la glace a été remplacé par la couleur sombre de l'océan, qui capture la chaleur et réchauffe l'eau. Quand Heidi arrive à l'université, l'ambiance est plus polaire qu'à l'auberge espagnole. Elle doit se préparer à vivre dans des conditions extrêmes et dangereuses. Pendant une semaine, elle nage dans l'eau glacée des fjords, apprend à monter des tentes en pleine tempête, à se protéger des ours, à marcher sur les glaciers et à faire des sauvetages en avalanche. Oui, apprendre à devenir glaciologue ne se fait pas avec un plaid posé sur le banc en bois de l'université face à un grand tableau noir. Ça ne s'improvise pas. Pendant ses études, Heidi rejoint des expéditions en Himalaya et au Groenland, mais son cœur, pas de glace, la conduit toujours au Svalbard, où elle vit pendant 4 ans pour écrire une thèse sur la dynamique des surges glaciaires. Maître Capello, tu finis la glace à la fraise et tu nous expliques a cappella la surge ?
Pour sûr, mon enfant, la surge glaciaire est une sorte de poussée glaciaire. Les glaciers ne sont pas si différents de nous et parfois ils ont des périodes où ils se réveillent soudainement et se déplacent très rapidement pendant un certain temps, presque comme s'ils jouaient à cache-cache avec la montagne. Cette période très rapide où ils bougent beaucoup s'appelle une surge glaciaire. C'est un moment spécial et énergique dans la vie du glacier, presque comme s'il y avait eu un excès de joie. Le travail d'Heidi lui vaut la couverture du prestigieux magazine Science en 2017, sorte d'Oscar pour les scientifiques. Depuis le jour où Heidi a découvert sa passion pour les glaciers, elle n'a pas cessé d'avoir l'objectif de les sauver. Alors elle multiplie les expéditions scientifiques sur les glaciers de l'Antarctique, de l'Arctique et même en Colombie pour étudier les glaciers tropicaux. Il y a 200 000 glaciers dans le monde et leur fonte est accélérée par le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour te donner un exemple, 1 kg de CO2 émis équivaut à 16 kg de glaciers qui fondent. Cela n'a rien à voir avec la poudreuse de perlimpinpin. Quand un glacier fond, ce sont des milliards de litres d'eau qui s'écoulent et qui vont participer à élever le niveau des océans. Oui, alors tu vas me dire, oui, enfin, qu'est-ce que je risque, moi, en France ? Je suis loin des glaciers. Eh ben, en fait, pas si loin que ça. Tu retrouves des glaciers dans les Alpes et les Pyrénées. Les glaciers sont la première source d'eau potable. 3,5 milliards d'humains sur Terre dépendent de cette eau. L'eau des glaciers sert aussi à l'agriculture, à l'hydroélectricité et encore à refroidir les centrales nucléaires. Aujourd'hui, Heidi Sevestre multiplie ses actions de sensibilisation auprès de ta génération et des autres générations, de ton âge à celui de tes grands-parents. Pour Heidi, tout le monde va comprendre ce qui se passe. C'est une scientifique passionnée et elle veut le transmettre. Elle part chaque année en expédition avec d'autres scientifiques pour enrichir la documentation et s'inviter à la table des décideurs politiques pour bouger les lignes. Elle a une chronique à la radio et est présentatrice de plusieurs reportages, notamment pour le National Geographic. Alors, chère nouvelle héroïne, entre deux voyages, entre la COP28 et le Svalbard, Heidi m'a laissé ce message pour toi sur mon répondeur. J'aimerais pouvoir dire à la jeune génération que c'est vraiment en sortant de sa zone de confort que la magie opère. Moi, quand j'étais petite, j'étais une jeune fille très timide. J'osais à peine aller à la boulangerie pour acheter du pain. Et c'est à partir du moment où on m'a un peu bousculée, où on m'a offert l'opportunité de sortir de mon petit cocon, que je me suis rendu compte que finalement, toutes les barrières que j'avais, elles étaient surtout dans ma tête, quoi. Et donc, je leur souhaite d'oser rêver, d'avoir l'audace de rêver grand et de sortir de leur zone de confort. Parce que c'est vraiment là où on grandit, où on apprend beaucoup de choses sur nous et sur les autres, et qu'on peut devenir quelque chose que l'on rêvait être, mais qu'on n'osait pas toucher du doigt. Je leur souhaite aussi de continuer à nous bousculer, nous les adultes, qui n'hésitent vraiment pas à penser un petit peu plus, à nous remettre dans le bon chemin, à remettre en question les choses telles que nous, les adultes, nous les faisons, surtout par rapport au climat et au changement climatique et la biodiversité. On a vraiment besoin des jeunes pour nous dire les choses que l'on fait bien, les choses que l'on fait pas bien, et que j'espère aussi que l'on puisse continuer à travailler ensemble. La lutte contre le changement climatique, elle ne se fera pas toute seule. Aujourd'hui, elle divise beaucoup les générations entre elles. On oppose souvent, les adultes, des jeunes, des enfants, des adolescents, alors que finalement, c'est en travaillant tous ensemble qu'on va y arriver. Donc, je leur souhaite de continuer en tout cas à nous bousculer, mais aussi de nous tendre la main et qu'on puisse avancer tous ensemble. Voilà, c'était l'histoire ou le début de la grande histoire d'Heidi Sevestre, glaciologue et engagée pour sauver les glaciers. C'est à présent l'heure du générique. L'histoire est écrite par mes soins et tirée de l'histoire vraie d'Heidi Sevestre, que je remercie pour sa confiance. Mise en son par Studio Module, et les petites voix sont celles de Madeleine et Nicolas. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi et à ton école. Et cerise sur le micro, demande à tes parents, grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Ça me fera très très plaisir. Et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.
Elle est une nouvelle héroïne, née en 1897, de l'autre côté de l'océan Atlantique, à Atchison, dans le Kansas. Oui, c'est une nouvelle héroïne d'un autre temps. Un temps très 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 lointain, où piloter des avions était aussi courant que d'aller sur la Lune. La première personne à piloter un avion était un homme, Orville Wright, le 17 décembre 1903. Il avait appelé son avion le Flyer et avait volé sur une distance d'environ 36 mètres en 12 secondes. Mais voilà, je ne vais pas te raconter l'histoire d'Orville, mais d'Amelia. Amelia Earhart, la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies, de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Beaucoup plus petite que grande, Amelia adore explorer les champs de blé, dans les prés, autour de la maison familiale, dans le Kansas, des États-Unis d'Amérique. Amelia est intrépide. Quand le matin sa maman l'appelle pour l'école, Amelia rechigne à s'habiller et surtout porter des robes. Oh non, pas de robe, je peux pas courir avec. Amelia n'en fait qu'à sa tête, ou plutôt non, qu'à ses envies, et décide de porter de grandes culottes bouffantes, ces longs pantalons très amples qu'aujourd'hui pourraient être empruntés par les rappeurs. Millie, comme elle est surnommée par sa maman, il est l'heure d'aller à l'école. Sur les bancs de l'école, Amelia est moquée par ses camarades. Bouh, Amelia, tu t'habilles comme un garçon. Amelia, c'est pas une fille, elle porte pas de robe. Amelia fait comme si elle n'entendait pas ces bruits, car pour elle, le monde est beaucoup plus intéressant que ces moqueries de pacotille. Alors, pour ne plus les entendre, Amelia court, car courir, c'est être libre. Amelia habite dans une grande maison blanche, avec de hautes colonnes. Non, cela n'a rien à voir avec celle du président des États-Unis d'Amérique. Sa maison surplombe une rivière, appelée le Missouri. Et de l'autre côté de cette rivière, il y a une grande ville, appelée Saint-Louis. Un jour de l'année de ses 10 ans, la famille d'Amelia l'emmène à l'exposition universelle. Nous sommes en 1907. Une exposition universelle est une grande foire aux objets et innovations surprenantes. Oh, papa, maman, c'est quoi cette boîte avec des ailes? Un avion. Waouh! En rentrant à la maison, Amelia décide qu'avec sa petite sœur, elles allaient construire cet étrange objet volant. Quelques planches de bois au sommet de leur cabane pour créer une rampe qui descend du toit jusqu'au sol herbeux en contrebas. Elles construisent une boîte avec du carton. Amelia s'assoit à l'intérieur pour s'assurer que c'est assez grand, puis elle plonge ses mains dans une cuve remplie de graisse blanche et gluante. Amelia et sa sœur enduisent les planches de cette graisse, reliant ainsi le toit de la cabane au sol. Ensuite, elles tournent la boîte en carton pour graisser son fond. Elles s'arrêtent un instant pour contempler leur création. Cela leur a pris du temps, mais elles sont fières d'avoir imaginé, planifié et réalisé leur projet. Bon, maintenant, il est temps de tester si ça fonctionne. Amelia et sa sœur traînent l'avion en carton jusqu'au sommet des planches, le positionnent soigneusement. Amelia s'installe à l'intérieur, s'agrippe au bord et se prépare. D'abord, l'avion ne bouge pas très vite. Mais peu à peu, la graisse fait effet et tout commence à glisser et elles se mettent à voler. La vitesse augmente, le vent fouette son visage et ses cheveux virevoltent. Le monde défile devant Amelia et elle adore ça. Elle dévale la rampe et atterrit avec force sur l'herbe.
Mais cela n'a pas d'importance. Elle a construit son rêve, un petit avion en carton. Et pendant un court instant, elle ressent une véritable liberté. La liberté de voler, de créer et de se réaliser. Depuis la fenêtre de sa maison, leur maman sourit et elle n'est pas peu fière. Amy Otis Earhart est une aventurière qui avait gravi plusieurs pics des montagnes rocheuses dans sa jeunesse, comme Hélène Drouin, que tu peux écouter sur le podcast. Pendant ses années lycée, Amélia déménage plus de 6 fois en 4 ans et décide de s'engager comme infirmière à ses 19 ans pendant la Grande Guerre. Elle s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Columbia, mais abandonne très vite. L'année qui suit, en 1920, elle participe à un baptême aérien en Californie. Et pas dans un avion en carton. Dès qu'elle prend les commandes de l'avion, elle sait qu'elle est née pour voler. C'est le déclic. Complètement prise de passion pour l'aviation, elle décide de passer sa licence de pilote. Et attention, elle le fait toute seule, sans attendre que quelqu'un lui donne de l'argent. Elle enchaîne des petits boulots, se débrouille, et avec ses économies, elle achète un biplan d'occasion. Un avion tout à elle. Il est un peu vieux, il grince peut-être aussi, il a la couleur jaune vif d'un canari, mais c'est son avion, qu'elle nomme Canary. Bon, elle a quelques petites mésaventures avec son biplan. Disons que les accidents font un peu partie de l'aventure. Mais elle n'abandonne pas. Jamais de la vie. À 25 ans, elle bat même le record d'altitude pour une femme. Elle monte jusqu'à 4300 mètres dans le ciel, soit presque 4 fois la hauteur de la plus haute montagne aux États-Unis d'Amérique. C'est comme si elle avait presque survolé le sommet du Mont Blanc. Et ce jour-là, elle touche presque les nuages. Même si le record ne tient que quelques semaines, Amelia envisage de devenir pilote privé. Mais aucune compagnie aérienne n'accepte sa candidature. Parce que c'est une femme. Les préjugés ont la dent dure et elle est obligée, pour des raisons financières, de s'écarter de son rêve pendant un temps. Elle devient enseignante, puis assistante sociale, au service de ceux qui ont besoin d'elle. Tous les jours, Amelia regarde le ciel et se rêve au-dessus des nuages. Elle travaille dans une association à Boston et s'engage pour l'éducation des femmes et des filles. Elle se bat pour que les femmes puissent rêver aussi. Pour elle, le monde ne devrait pas avoir de frontières et encore moins de limites pour les femmes. N'oublie pas que nous sommes un siècle avant le tien. Dans les années 20 aux États-Unis, les femmes américaines obtiennent juste le droit de voter grâce à des femmes très courageuses qui se sont battues pour leurs droits. Elles étaient appelées les suffragettes. Et même si certaines femmes sont libres et commencent à travailler comme secrétaires, infirmières ou enseignantes, beaucoup sont encore attendues pour rester à la maison, s'occuper de leurs enfants et de leurs maris. En 1928, la chance sourit à nouveau à Amelia. On lui propose de traverser l'Atlantique en avion avec un équipage. Waouh! Je vais être la première femme à traverser l'océan Atlantique! Ce qu'elle ne savait pas, en entrant dans le cockpit, c'est qu'à cause des préjugés sexistes, les hommes pensent encore qu'une femme ne peut pas piloter un avion, elle n'aurait même pas le droit de toucher les commandes. À bord, elle est reléguée à remplir le carnet de bord, comme si elle était juste là pour prendre des notes. Même si elle a l'impression d'être un vulgaire sac à patates à l'arrière de l'avion, ce vol la rend célèbre dans le monde entier. Et comme sur les bancs de l'école, cela suffit à Amelia pour tracer sa route. Elle fait des conférences partout où elle peut parler de l'importance des femmes, pas seulement dans l'aviation, mais dans tous les domaines. Elle cofonde l'organisation des 99s, rassemblant les femmes pilotes, et devient la première présidente.
Mais son influence ne s'arrête pas là et elle plaide pour une place plus grande pour les femmes dans les sciences et l'ingénierie. Elle se bat aussi pour que les femmes soient payées autant que les hommes, car pour elle, c'est une question de justice. Elle devient tellement influente que même le président Roosevelt reconnaît l'importance des femmes pilotes grâce à elle. Ah, et pour te montrer à quel point Amelia est une femme de caractère, elle refuse 6 fois de se marier. Finalement, elle dit oui, mais à une seule condition. Elle ne renoncera jamais à sa carrière de pilote et ne suivra pas les règles de mariage médiévales de l'époque. Pas question pour Amelia d'abandonner ses rêves. Et toc. Amelia, toujours animée d'un esprit libre et intrépide, comprend que les vêtements féminins des années 30 ne suivent pas vraiment le rythme des femmes actives et pleines de vie. Alors elle crée une ligne de vêtements, Amelia Fashions, avec des pièces aussi pratiques que belles, conçues pour accompagner les femmes. Elle invente même une combinaison de vol innovante pour les femmes pilotes. Rien ne semble l'arrêter. Mais voilà, traverser l'Atlantique en tant que simple passagère, ça ne suffit pas à notre nouvelle héroïne. À 35 ans, elle décide de le faire seule, comme une grande. Non, comme Amelia. Malgré des pannes de moteur, la tempête et même en frôlant la mort, Amelia ne lâche rien. Elle réussit à traverser cet immense océan toute seule, devenant ainsi la première femme à le faire en solitaire et la deuxième personne au monde après Charles Lindbergh. En plus de ses exploits dans les airs, Amelia écrit 2 livres où elle partage ses aventures et ses réflexions. Entre 1928 et 1935, elle continue à battre des records. Non seulement elle est la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, mais elle est également la première personne à le faire 2 fois. On n'arrête pas une Amelia en plein vol. 2 années plus tard, en 1937, elle veut relever un dernier défi, faire le tour du monde en avion. Elle achète un avion, Lockheed L-10 Electra, qu'elle surnomme son laboratoire volant. Après un premier essai manqué en mars 1937, un second vol a lieu au mois de juin. Avec le pilote, Fred Noonan, Amelia parvient cette fois-ci à relier Miami à la Nouvelle-Guinée, parcourant un total d'environ 35 000 km avec plusieurs escales. Il leur reste alors quelques 11 000 km à parcourir pour boucler leur aventure. Le duo décolle le 2 juillet 1937 d'un aérodrome de Lae, en Nouvelle-Guinée, dans le but d'atteindre l'îlot Howland, dans le centre-ouest du Pacifique. Environ 20 heures plus tard, pour se ravitailler en carburant. Le 2 juillet, une alerte est rapidement donnée. Amelia et Fred ne donnent plus aucun signe de vie. Dans les derniers messages envoyés, ils expliquent qu'il ne leur reste plus que du carburant pour 30 minutes de vol et qu'ils ne parviennent pas à voir l'îlot. Des équipes partent immédiatement à leur recherche, sans succès. Dès le 3 juillet, l'espoir commence déjà à s'amenuiser en l'absence de toute trace concrète. Les recherches s'arrêtent à la mi-juillet 1937, sans parvenir à élucider ce qui est arrivé à l'équipée. Selon l'hypothèse la plus plausible, l'avion aurait été dévié de sa trajectoire et se serait perdu. Arrivé à court de carburant, il aurait piqué vers l'océan, disparaissant dans les profondeurs avec ses occupants. Nouvelles héroïnes. Mais si elle n'a pas fini son voyage, chère nouvelle héroïne, Amelia t'a laissé bien plus qu'un simple mystère à résoudre. Amelia t'a envoyé une leçon précieuse. Vis tes rêves. C'est peut-être la meilleure façon de laisser ta trace dans l'histoire. Car Amelia ne t'a pas seulement appris à voler, elle t'a montré que les limites n'existent que si on les laisse exister. Alors, chère nouvelle héroïne, si un jour tu as un rêve qui te semble impossible, pense à Amelia. Son histoire t'apprend que rien n'est trop grand tant que tu crois en toi. Et qui sait,
Peut-être qu'à force de voler haut, tu atteindras toi aussi les étoiles. Continue de construire et de créer, d'explorer tes curiosités, de faire tout ce que tu veux faire, peu importe ce que les autres pensent que tu peux ou dois faire. Et désormais, quand tu regarderas les nuages ou un avion dans le ciel, pense à l'histoire d'Amelia Earhart. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Pep, ne t'en va pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire, merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Tu peux te laisser embarquer et rêver par d'autres histoires d'aventurières sur le podcast, comme Déborah Pardo, Heidi Sevestre ou encore Jane Goodall. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.